messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La mobilisation des syndicats contre l'accord sur l'emploi voté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ils étaient 200 à Blois, 600 à Tours contre ce texte signé le 11 janvier par le patronat et 3 organisations syndicales. FO et la CGT avaient choisi de ne pas signer au motif qu'il constituait une régression des droits pour les salariés. Les élus bientôt dans l'obligation de déclarer leur patrimoine. C'est ce que prévoit le projet de loi qui sera présenté le 24 avril au Conseil des ministres. Une loi sur la moralisation de la vie politique, la réponse à l'affaire Cahuzac. Dans ce journal, le patrimoine de certains élus qui ont bien accepté de nous le donner. Et puis un appel bientôt pour le fait maison. Ce sont les restaurants qui sont concernés. Les 3/4 des restaurateurs utilisent les préfabriqués. Pour les autres, ce label pourrait permettre de les différencier. On ouvre donc ce journal avec une nouvelle mobilisation des opposants à l'accord sur l'emploi. Ce texte signé le 11 janvier dernier par le patronat et 3 organisations syndicales est voté aujourd'hui par l'Assemblée nationale par 250 voix contre 26. Des manifestations étaient prévues partout en France à l'appel de la CGT et de FO qui ont refusé de signer le texte. Sud Solidaire s'est joint au mouvement. Ils étaient donc 250 à Blois et 600 à Tours. Objectif, exprimer leur rejet d'un texte qui est jugé selon eux régressif pour les droits des salariés, texte qui assouplit par exemple la législation sur les licenciements. Concrètement, maintenant, dans les boîtes, quand il y aura des difficultés économiques, en fait, les salariés pourront être licenciés sans finalement direction, sans protection des tribunaux des prud'hommes comme on connaissait avant, puisqu'ils n'auront pas le choix. Il y aura un chantage à l'emploi constant. C'est-à-dire on acceptera l'accord et si on ne l'accepte pas, on les licencie. Donc c'est dans la loi, ce qui se faisait avant dans des grandes entreprises comme Continental par exemple, où on a vu effectivement des chantages en emploi. On a fait croire aux salariés que s'ils se serraient la ceinture, qu'ils travailleraient plus, gagneraient moins d'argent, et bien finalement leur emploi serait pérenne, serait sauvé. Et à l'arrivée, ils ont tous été virés. Et ce sont justement des licenciements qui étaient contestés par les salariés aujourd'hui devant le tribunal des prud'hommes de Tours. 250 ex-salariés de l'entreprise SES qui poursuivent leur ex-employeur. Ils étaient embauchés dans différents sites de production, dont une centaine à Tours. En 2011, ils ont été licenciés économiquement. L'année 2010 s'était en effet traduite pour l'entreprise par des pertes avoisinant les 10 millions d'euros. Jérôme Alain. Le 3 mai 2011, la société Sécurité et Signalisation, dont le siège est basé à Chambourg-sur-Indre, était placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Tours. Sécurité et Signalisation, ce sont 9 agences, 4 filiales et 4 sites industriels, dont l'un basé à Tours. Le 11 juin 2011, 92 salariés sont licenciés pendant la période d'observation du redressement judiciaire. Une seconde vague de licenciements est actée un mois plus tard, le 20 juillet, et concerne alors 138 salariés. Les 2 sites de Chaudun et Wattignies sont définitivement fermés à l'époque. À Tours, une centaine de salariés sont licenciés pour licenciement économique. Une soixantaine d'anciens salariés du site Tourangeau étaient aujourd'hui devant le Conseil des prud'hommes pour contester ce licenciement économique. Maître Marceau, avocate des parties civiles, a demandé une requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les salariés plaignants demandant chacun aujourd'hui 40 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi. Maître Marceau a rappelé dans sa plaidoirie qu'aucun réel reclassement en externe n'avait été proposé par la société Sécurité et Signalisation. Maître Van Gaver, avocate de la société SES, a quant à elle rappelé que la procédure de licenciement avait été respectée et que tout avait été fait pour sauver le site Tourangeau. Suite à ces 2 vagues de licenciements, une nouvelle entreprise sur les bases de SES a été créée, reprenant l'outil de production mais changeant de nom sous la forme de SES Nouvelle. Aujourd'hui, SES Nouvelle appartient toujours au groupe Colas et emploie un peu plus d'une centaine de salariés sur le site Tourangeau. C'est aujourd'hui qu'était remis au gouvernement le rapport Fragonard sur les allocations familiales, rapport issu des réflexions du Haut Conseil à la famille, une instance de concertation composée de 52 membres, dont Frédéric Thomas, le président du Conseil général d'Indre-et-Loire. On parle notamment de modulation des allocations pour réduire le déficit de la branche famille de la Sécu, mais le Haut Conseil est divisé sur cette question. Écoutez Frédéric Thomas au micro de Brian Bock. Nous sommes dans une période, à un tournant, sans doute, où il faut examiner l'ensemble des aides qu'on apporte à nos concitoyens et voir leur pertinence en matière d'efficacité politique familiale. On l'a vu, mais aussi dans les possibilités financières qui sont fortes aujourd'hui à notre pays. Je pense que la question de la modulation des aides en fonction des revenus est importante.
mais il faut être prudent dans la mesure où il ne faut pas toucher un peu plus les classes moyennes. On en vient au scandale de l'affaire Cahuzac et la réponse du gouvernement de François Hollande. Un projet de loi sur la moralisation de la vie politique sera présenté le 24 avril en Conseil des ministres. Projet de loi qui prévoit la fin du cumul des mandats, la traque des conflits d'intérêts et de la fraude fiscale et puis la transparence totale sur le patrimoine des élus qui seraient obligés de communiquer donc leur patrimoine. Avec nous sur ce plateau, Anaïs Michaud, journaliste à TV Tour. Bonsoir. Bonsoir Florent. Anaïs, vous avez appelé pratiquement un à un les élus d'envergure en Indre-et-Loire pour connaître leur patrimoine. Quelles ont été les réponses que l'on vous a communiquées? Alors justement, ça a été très difficile de les avoir et d'avoir du concret surtout. Finalement, on a obtenu le patrimoine de 3 députés PS d'Indre-et-Loire. Alors d'abord Jean-Patrick Gilles, c'est on peut dire le plus transparent. Il a donc un appartement à Tours. Alors il précise qu'il l'a acheté avec sa femme à crédit et qu'il n'est pas fini d'être remboursé. Comme voiture, il a une Peugeot 806. Là encore, il ajoute qu'elle a été achetée d'occasion en 2004. Et enfin, il a un livret A. Donc pour rappel, le livret A, le plafond des dépôts, c'est 22 950 €. Toutes ces infos ne sont pas des nouveautés parce qu'en fait, lui, il publie ces informations sur son site internet depuis qu'il est élu, c'est-à-dire depuis 2007. Ensuite, on a eu Jean-Marie Beffara. Lui, il a été un peu vague sur ses biens, mais il nous a quand même livré quelques infos. Une maison achetée à crédit il y a 25 ans, donc pour une valeur à peu près de 270 000 francs. Donc aujourd'hui, un peu difficile de savoir sa valeur actuelle. Il a aussi un livret A, nous a-t-il dit. Et enfin, autre élu qui a bien voulu jouer le jeu, Laurent Baumel. Alors lui, il a une maison à Ballon-Miré d'une valeur de 250 000 €. Il a une Peugeot 308, donc en fait, il considère appartenir à la classe moyenne, c'est ce qu'il nous a dit. Et il précise même qu'il ne possède pas de compte épargne. Dans les voitures, des voitures françaises, les 2 voitures déclarées. Ça, c'est pour les déclarations de patrimoine. Sur le fond, qu'en pensent-ils ces élus de ce projet de loi? Alors justement, même ceux qui ont bien voulu répondre à nos questions et donner leur patrimoine, finalement, sont pas forcément totalement convaincus par ce projet. Ils émettent en tout cas quelques réserves. Par exemple, pour Jean-Marie Beffara, la publication pure et simple du patrimoine, ça n'a pas vraiment de sens, c'est vraiment plutôt de la poudre aux yeux. L'idée, en fait, c'est de s'assurer, je cite, que les élus, dans l'exercice de leur mandat, ne s'enrichissent pas indûment. Donc, en fait, il faudrait comparer le patrimoine en début et en fin de mandat. Et enfin, pour Laurent Baumel, ce projet de loi pourrait amener les Français à une généralisation. On l'a eu par téléphone puisqu'il était donc à Paris aujourd'hui. On l'écoute. Le risque, c'est de faire croire aux Français que il y a un problème général d'enrichissement, de corruption, de comportement frauduleux chez les hommes et les femmes politiques françaises. Alors voilà pour les réactions à gauche. Quelles sont les réactions à droite, Anaïs? Alors justement, à droite, c'est plus que des réserves qu'ils émettent. En chef de file du non, on a donc Claude Greff, qui est elle, la députée d'Amboise. Alors pour elle, pas question de rendre public ce qui relève du privé. Elle considère que cette loi de moralisation de la vie politique créerait, je cite, un climat de suspicion. On l'a eu elle aussi par téléphone. Écoutez. On est en train de mettre en avant le patrimoine des hommes et des femmes, un patrimoine personnel, intime, à défaut de leurs convictions et de leur sens politique. Donc côté sénateur, Jean Germain et Jean-Jacques Filleul n'ont à ce jour pas rendu public leur patrimoine, mais je cite, ils se conformeront à la loi en tout état de cause. Quant à Marie-France Beaufils, elle considère en fait que le problème c'est le régime déclaratif et elle se demande si on donne assez de moyens aux services compétents pour faire les vérifications nécessaires. Pour sa part, elle attend donc aussi les consignes de son groupe parlementaire pour dévoiler ou non son patrimoine. Et puis cas exceptionnel, la ministre. Exactement, la ministre Marisol Touraine. Alors elle, on a forcément pu contacter que son service de presse. En revanche, il nous a répondu donc sans surprise qu'elle était favorable au projet. Mais par contre, elle préfère attendre donc le 15 avril pour dévoiler son patrimoine, parce que c'est la date officielle à laquelle les ministres devront s'exprimer. Eh bien, le rendez-vous est donné. Merci beaucoup, Anaïs. Dans le reste de l'actualité, les réquisitions dans le procès de Dominique Brock, elles sont tombées tard hier. Le procureur a requis 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 autres pour refus de test ADN. Dominique Brock, on le rappelle, est le fondateur des Cannabis Social Club. Il s'agit de ces regroupements de cultivateurs de cannabis à des fins de consommation privée. Il milite pour la dépénalisation et la lutte contre les réseaux mafieux. Hier, lors du procès, des militants de la France entière étaient venus pour apporter leur soutien à Dominique Brock, qui sera fixé sur son sort le 18 avril prochain, date de la décision du juge.
Loir-et-Cher 2001 est le dernier forum organisé hier à Romorantin, un dernier forum dont le thème était fédérer les forces territoriales. Il faut savoir que le Loir-et-Cher a déjà entamé un processus de mutualisation de certaines forces et moyens avec les départements du Loiret et de l'Eure-et-Loir. Dans certains domaines, ces 3 départements se sont associés, avantage des économies d'échelle et donc moins de dépenses. Maurice Leroy, le président du Conseil général du 41, regarde dorénavant vers l'ouest, c'est-à-dire l'Indre-et-Loire, pour cette fois-ci mutualiser les moyens en matière touristique. Écoutez-le. Je vais travailler avec mon collègue d'Indre-et-Loire, Frédéric Thomas, pour faire du tourisme un vecteur de développement économique. Nous allons travailler à la création d'agences de développement touristique pour avoir un axe qui soit Chambord, Chenonceau, Beauval. Inauguration aujourd'hui à Amboise de la maison départementale de solidarité en présence de Frédéric Thomas, le président du Conseil général d'Indre-et-Loire, que l'on a vu tout à l'heure, et de sa vice-présidente à la famille, Marie-Dominique Boisseau. La maison de la solidarité, c'est un établissement qui regroupe tous les services du Conseil général. Bientôt un label fait maison. C'est en tout cas ce que souhaitent 15 grands chefs français, dont Alain Ducasse. Hier, ils ont lancé leur projet pour distinguer les restaurants qui font réellement du fait maison. Et ils sont peu nombreux. Seul un quart des restaurateurs n'ont pas recours aux pré-préparés. Reportage chez l'un d'entre eux, près de Tours. Brian Bock. Dans ce restaurant de Roche-Corbon, près de Tours, tout est fait maison. Ici, on ne sert pas de boîtes de conserve ou de produits déjà préparés par l'industrie agroalimentaire. Le client est certain de l'origine et de la qualité des aliments qu'il mange. On fait une cuisine principalement de saison avec des produits, des légumes frais qu'on prend le matin dans l'épicerie. Donc notre seul cahier des charges, c'est de travailler avec de la matière brute, donc pas de produits industriels, pas de produits semi-transformés et pas de produits surgelés. Grâce à l'épicerie installée juste à côté du restaurant, Mathieu le chef peut ainsi travailler chaque jour des produits frais. Pas de secret à cacher aux clients, la cuisine est grande ouverte sur la salle. Quant à la carte qui change toutes les 48 heures, il n'y a que 4 entrées, 4 plats et 6 desserts, un signe de fraîcheur qui se retrouve dans l'assiette. Excellent, très bien cuisiné et puis on est certain que ce n'est pas des produits dont on ne connaît pas la provenance. On sent que c'est du fait maison et qu'il y a une recherche du chef. C'est très bon, la preuve, l'assiette est vide. Le concept fait maison est clairement mis en avant dans ce restaurant. Alors, quand le patron entend parler d'une appellation pour distinguer les restaurants de qualité qui cuisinent des produits frais, il ne peut être que ravi. Là, on travaille que des produits bruts qui sont transformés dans la cuisine, qui demandent en plus un petit peu de monde. Donc le faire savoir, le mettre en avant, se mettre en valeur sur ce label qualité et ce label fait maison, évidemment, c'est un intérêt pour nous tous. Selon Alain Ducasse, le chef 3 étoiles à l'origine de ce label, sur les 150 000 restaurants en France, les 3/4 ne font que de l'industriel. Une appellation pour distinguer le fait maison prend alors tout son sens. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons Guy Sionneau, c'est le secrétaire départemental de la CFDT d'Indre-et-Loire et on va parler de l'accord sur l'emploi. À tout de suite.